Non, mais j'ai demandé à Mario à l'époque. Bien, ben, nous allons reprendre nos travaux de l'après-midi. Donc, je vous rappelle, on a une première session sur les espoirs de la prévention avec un certain nombre d'expériences qui vont nous être rapportées. Et ensuite, une table ronde aura lieu avant les conclusions qui seront tirées par Marion Leboyer. Donc, il va être question cet après-midi de prévention en psychiatrie, de modèles vers lesquels il faudrait évoluer. On va parler de spécialisation en particulier. On va parler de centres experts. Normalement, c'était le professeur Emmanuel Affen du CHU de Montpellier, de Besançon, pardon, qui devait être là. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a une grève des trains et il n'est pas parmi nous. Et donc, il va être remplacé, je ne peux pas dire avantageusement, remplacé par le professeur Di Lorca de Clermont-Ferrand, qui participera tout à l'heure à la table ronde et qui va donc nous parler de ces modèles de prévention en psychiatrie. Et donc vous allez vous servir, pour que vous soyez un petit peu indulgents, des slides qui ont été préparés par M. Affen. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche, oui. Je suis ravi d'être là, bien évidemment, et je remercie alors bien sûr le plaisir d'être dans cette magnifique enceinte, et donc le Conseil économique, social et environnemental, et bien évidemment fondamental, et Marion et Monsieur Nouchy, pardon, pour son accueil. Non, excusez-moi, j'ai des trous de mémoire. Donc, globalement, ce dont je vais vous parler a déjà été largement évoqué ce matin. C'est Antoine, probablement, Antoine Pellissolo, qui a le plus défloré le sujet sur cette notion de centre expert. Mais je pense que c'est quand même important de pouvoir rentrer précisément un peu plus dans les détails de la manière dont on peut imaginer faire évoluer le modèle de soins dans un objectif qui est, comme on l'a vu, un véritable défi pour nous, qui est la prévention en psychiatrie. Alors, ça marche ça, ou truc ? Bien appuyer. Ouais. Non, je ne suis pas assez costaud. Hein, tu pourrais venir appuyer. Clermont-Ferrand, on a du mal. Non, je sais pas. J'en ai fait deux d'un coup. Ouais. Bon, on va donc aller vers le sens de la prévention psychiatrie. Et donc, on a parlé, ce matin, il y a eu une sorte de discussion et en fait, une manière d'envisager les choses entre les notions de prévention primaire, secondaire, tertiaire. C'est vrai que c'est pas très facile, hein, malgré tout. Et donc, on voit, là, c'est Emmanuel qui avait proposé ça, quelque chose qu'on peut envisager, cette notion de prévention primaire avec le dépistage des sujets à risque, la prévention secondaire, ce diagnostic précoce, et puis la prévention tertiaire avec les aspects personnalisés. Les frontières sont quand même complexes, hein, et c'est une manière d'envisager les choses qu'on peut discuter. Didier Jourdan avait évité de rentrer dans ces débats-là, et je pense que malgré tout, on peut quand même garder en tête cette représentation parce que ça peut nous aider à conceptualiser le modèle de soins. Et on voit bien que des défis sont de deux natures, des défis qui vont autour de l'organisation du soin. Alors, en France, on a quand même beaucoup évolué dans une modalité d'organisation du soin en silo, on pourrait dire, hein, avec la discipline, la psychiatrie, la médecine, des logiques très différentes qui va à partir de la représentation et de l'enseignement, de la formation initiale. Hein. Ça fait pas très longtemps que la réforme pédagogique des études de médecine, par exemple, envisage des modules différents et ne se place pas simplement en discipline d'organes. Et en fait, ce matin, il a été évoqué la nécessité d'ouvrir les fenêtres, d'élargir les possibilités. Et lorsqu'on envisage ces liens, ces possibilités transversales, il est important justement de travailler ensemble au niveau du soin et de créer justement ce contexte, ces possibilités, ces plateformes qui permettent d'envisager de travailler ensemble. Donc dans ce cas-là, on voit bien que ce décloisonnement et la possibilité de création de plateformes est un modèle vers lequel on peut aller. Et puis, dans le domaine de la recherche, bon, il y a vraiment des éléments qui ont été évoqués. Alors, la recherche, c'est pas seulement la recherche des biomarqueurs, qui est essentielle, qui est une manière, justement, de soutenir l'identification des maladies, bien sûr la compréhension physiopathologique, bien sûr les stratégies thérapeutiques, mais c'est aussi la recherche dans le domaine de l'évaluation. On a parlé ce matin des débats autour du DSM. On oublie que l'évaluation, c'est aussi un domaine de recherche, un domaine qui justifie véritablement une modalité de travail rigoureux méthodologiquement. Et puis aussi, je veux dire, tous les travaux de compréhension, beaucoup plus basic science, comme on dit, hein, quand on veut faire riche, et en fait qui sont des éléments importants. Donc ça, c'est véritablement des défis qu'on peut imaginer d'essayer de relever.
ça marche. Alors, on peut penser que la psychiatrie est isolée et a un modèle qui s'impose à tous et en fait qui est universel, où on peut se dire qu'il y a d'autres manières de penser le soin qui ont été mises en œuvre dans d'autres disciplines. Alors, il se trouve que moi, j'ai un lien particulier avec ces diapositifs. Alors, Emmanuel n'aurait pas pu dire la même chose, mais ma femme dirige un centre anticancéreux à Clermont. Donc, on a des débats souvent autour de l'organisation du soin. Et en fait, je fais souvent des parallèles entre la manière dont s'est développé le soin dans le domaine de la psychiatrie, à partir d'une idée qui était issue d'évolutions historiques assez désastreuses pour les malades, souvent de maladies mentales au cours de la Deuxième Guerre mondiale en France, et ensuite la volonté, dans une perspective très humaniste, à la fin des années 50, de développer des soins pour tous sur tout le territoire, et qui a abouti à la création du secteur, qui a été évoqué ce matin, avec un élément important, fondamental de l'organisation du soin, mais qui doit se préoccuper de la prévention. Et puis, une grande cause nationale comme le cancer, qui est pour l'impulsion initiale, la création des centres anticancéreux, ces centres d'excellence qui deviennent surspécialisés avec la médecine personnalisée, la détermination de capacités d'identification de biomarqueurs, qui sont vraiment des éléments extrêmement importants. Ça se fait aussi en neurologie. Alors, bon, moi j'ai tendance à penser que ce que font les neurologues, on peut le faire avec la main gauche. Donc j'aurais tendance à penser qu'il est important de réfléchir et d'utiliser ces idées, qui sont des idées extrêmement importantes dans la manière dont on conceptualise la maladie et le soin, et avec des centres de recours d'expertise spécifiques qui sont indispensables dans l'organisation du soin, à côté, et non pas contre, à côté, en synergie avec un dispositif qui permet l'accès aux soins initial du plus grand nombre, et bien sûr les stratégies de prévention. Il n'y a pas que la France, il y a d'autres pays européens, et dans d'autres pays européens, il y a d'autres idées qui peuvent se dégager autour de la manière dont on peut envisager les choses, et en particulier en Angleterre, par exemple, avec ces centres de recours. Vous savez, c'est des organisations par niveau. Le niveau d'expertise le plus important, il y a véritablement une fonction qui est une fonction... Alors, c'est toujours pareil, par exemple, quand on parle de rectification de diagnostic, c'est toujours un petit peu délicat. Bon, la déontologie nous oblige, à juste titre, à avoir un respect confraternel du diagnostic posé par un confrère. Au-delà de ça, il arrive, parce que la réalité de ce qu'est la pratique fait que les diagnostics peuvent évoluer, peuvent avoir des errances. On a entendu ce matin, malheureusement, des errances diagnostiques qui peuvent durer pendant extrêmement longtemps. Et je pense qu'il y a des véritables besoins dans ce cas-là. Et deuxièmement, la notion d'expertise en elle-même, même si elle est galvaudée, même si c'est compliqué de dire ce qu'est un expert, c'est quoi un expert précisément, qui se déclare expert. En tout cas, la possibilité de définir un niveau d'expertise est essentielle pour tous les acteurs, les professionnels, mais bien évidemment les patients et bien évidemment leur entourage, dans le niveau de support, de soutien que ça peut apporter, et véritablement la capacité justement de la construction d'un projet collectif de soins, de prise en charge, et donc c'est essentiel. Donc c'est dans cette idée-là, globalement, qu'a été développée... Ouais, c'est bon, excusez-moi, je ne vois pas le bas du truc parce que c'est en bas, je suis trop petit. Et en fait, dans cette idée-là, la Fondation fondamentale, sous l'égide, sous l'impulsion énergique de Marion Le Breuiller, depuis 2007, a promu un dispositif qui intrique justement, comme on l'a évoqué dans le défi initial, la notion de soin, un soin et de plateforme permettant la collaboration, mais aussi de recherche, et qui a pour véritablement mission, bien sûr, de participer aux soins, comme je l'ai dit, bien sûr à la recherche, mais aussi de faire acte dans ce domaine-là de stratégie, de favoriser des stratégies de prévention, et c'est un élément important. Donc effectivement, l'idée, c'est de développer une approche par pathologie spécifique qui permet justement d'atteindre ce fameux niveau d'expertise que j'évoquais précédemment. Deuxièmement, c'est aussi de favoriser le dépistage et prévention par un effet, on va dire un effet tache d'huile autour du centre qui permet d'avoir une action, une impulsion sur les professionnels qui travaillent dans le territoire de santé qui correspondent. Et donc dans ce but-là, en favorisant le dépistage, en favorisant des stratégies, une logique de prévention, favoriser la diminution du retard diagnostique, de la retard à la prise en charge, et puis arriver à élaborer, à intriquer quelque chose qui est vraiment très fructueux, qui est cette synergie soins-recherche qui est véritablement essentielle, en assurant
bien évidemment, quelque chose qui est compliqué, hein, c'est à la mode, le transfert de compétences, mais en particulier l'innovation thérapeutique qui souvent met tant de temps à atteindre les territoires de santé, et ça, c'est véritablement un problème. Donc ça a conduit à construire ce réseau de centres experts fondamental que vous voyez là, donc qui sont des centres labellisés par la Fondation. C'est un élément important parce qu'en fait, ça veut dire essayer de garantir un niveau de qualité de compétences en termes de savoir-faire, mais aussi de compétences spécifiques, mais aussi de capacité à intégrer la recherche, de façon à proposer des consultations pluridisciplinaires favorisant cette logique de transversalité, de plateforme, de collaboration entre professionnels, justement en ne séparant plus le corps de l'esprit, et c'est un élément important quand on connaît l'impact des maladies somatiques dans la population envisagée. Pouvoir envisager justement ces bilans extrêmement précis qui permettent de recueillir des informations qu'on n'a pas le temps de recueillir en clinique quotidienne. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas forcément le faire, on n'a pas forcément les compétences, mais aussi on n'a pas le temps de le faire. Et donc c'est une démarche qui est un petit peu différente, mais qui ne peut que renforcer la qualité de la démarche initiale et qui permet d'améliorer les stratégies, la réflexion autour du diagnostic et les stratégies de prise en charge. Alors comme vous le voyez, différents financements ont été alloués à cette démarche, qui est une démarche à mon avis extrêmement féconde et structurante, et donc avec des financements qui viennent de la DGOS, des financements européens, des financements aussi au niveau des ARS. Alors sur la diapositive, Emmanuel Affen n'avait pas noté que l'ARS Auvergne vient de financer le centre expert schizophrénie depuis la semaine dernière, dont j'ai la responsabilité à Clermont-Ferrand. Donc c'est pas noté, mais en fait ça veut dire que c'est possible, y compris en Auvergne, on ne lâche pas l'argent très facilement. Et donc c'est un élément quand même important parce qu'en fait c'est porteur de la perception qu'ont les autorités, les financeurs, de l'intérêt spécifique que peut présenter ce type de démarche. Alors, à quoi ça sert ces centres experts? C'est justement à prévenir, à pouvoir essayer de développer cette logique de soins précoces, d'interface, de qualité, de pluridisciplinarité. Alors c'est tout un tas de mots, mais l'objectif c'est bien sûr d'avoir un maillage territorial plus étendu, parce qu'on voit qu'il y a aussi une difficulté quand on regarde, il y a des endroits où on a une nécessité d'un maillage territorial, mais aussi de pouvoir créer des centres experts associés, de travailler en réseau avec des réseaux et des niveaux d'expertise qui sont bien évidemment de la nature différente, mais qui permettent d'apporter le meilleur soin à l'ensemble de la population, mais de façon structurée et organisée. Et donc, c'est un élément essentiel. Alors, le travail consiste notamment à constituer des bases de données qui ont un intérêt, bien sûr, pour le patient, enfin, un bilan pour le patient spécifiquement, avec une capacité à avoir un dossier qui est un dossier informatique, structuré, reproductible, et qui contient l'ensemble des éléments dont on pense à l'heure actuelle, compte tenu de l'état de la science, qui sont indispensables, mais aussi de constituer véritablement une base nationale ayant pour objectif, cet objectif de recherche que j'ai évoqué à plusieurs reprises, qui est un objectif essentiel pour avancer dans ce défi de la prévention des maladies en psychiatrie. Quand on voit, je ne sais pas si oui, vous voyez, pardon, quand on voit, le retour vient de tomber en rade, donc quand on voit sur cette diapositive que vous voyez vous, on voit l'idée générale. Ce centre expert fait ce bilan avec ses différentes dimensions, c'est-à-dire ces dimensions psychiatriques, somatiques, sociales, cognitives, tous éléments qui sont indispensables. On voit cette partie vers le bas du suivi des patients, mais aussi l'articulation projet de recherche, mais aussi la nécessaire intrication avec tous les acteurs, donc le retour d'informations indispensables aux patients, aux familles, aux médecins, la nécessité par exemple de travailler avec les maisons du handicap départementales pour permettre de favoriser la compréhension des difficultés des patients, la possibilité de monter des stratégies, de disséminer toutes ces stratégies innovantes, et c'est vraiment absolument fondamental. Il fallait que je la place. C'est fait. Donc là, simplement pour continuer sur ces aspects de financement, dans le cadre des investissements d'avenir, a été financé ce projet de cohorte qui va se structurer sur la base de ces réseaux de centres experts, centre expert schizophrénie, centre expert bipolaire, centre expert dépression résistante, centre expert Asperger. Comme l'a été dit, il y a d'autres pathologies, bien évidemment. Il faut commencer par le commencement et structurer la démarche pour faire fonctionner les choses, avec l'idée de pouvoir suivre des patients, en particulier, comme vous le voyez, des patients au début de la maladie, qui permettront ainsi de comprendre un peu mieux quels sont les facteurs de risque, ça a été évoqué, les biomarqueurs, enfin, essayer de fournir des informations et de constituer un véritable travail de recherche construit.
Donc comme vous le voyez, hein, pour terminer, j'ai évoqué au départ, je vérifie que vous l'avez, oui, j'ai évoqué au départ ces 3 notions de prévention. On voit hein, que la prévention primaire, ça peut être l'idée qu'on se fait de l'information, du transfert des connaissances véritablement vers le praticien, mais aussi toute la recherche sur les facteurs de risque, et ça c'est vraiment des éléments extrêmement... Ça a été souligné toute la matinée, très important pour le patient et pour la notion de prévention en psychiatrie. Aussi, la prévention secondaire, cette réduction de la durée avant diagnostic, avant traitement, dont on connaît tellement l'importance pour réduire les conséquences individuelles, mais aussi collectives de cette problématique, de ces pathologies. Et bien sûr, cette prévention tertiaire qui passe par la dissémination des stratégies innovantes, qui passe par le fait de pouvoir inventer, comme ça a été évoqué également ce matin, des stratégies particulières d'insertion dans la société qui sont vraiment, qui doivent être faites sur mesure, mais en fonction des possibilités, et aussi utiliser des techniques qui ont été évoquées également ce matin, comme la psychoéducation, comme la remédiation cognitive, qui restent, en dépit de la connaissance qu'on a à l'heure actuelle de leur impact et de leur effet majeur sur l'état de santé des patients, insuffisamment utilisées. Donc j'espère que je vous aurai convaincu de l'intérêt du modèle, c'est un petit peu l'idée, mais ce n'est pas un modèle, c'est une réalité, c'est plus un prototype qui demande qu'à devenir, vous savez, comme les prototypes qui deviennent ensuite des voitures de série. Je pense qu'il faut que ça devienne une voiture de série pour permettre l'amélioration de la prise en charge, mais bien évidemment de relever le défi de la prévention en psychiatrie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Pierre-Michel Lorca. Donc maintenant nous allons aborder en quelque sorte les travaux pratiques à travers 3 entités pathologiques, les troubles bipolaires, les conduites suicidaires et les schizophrénies. On va commencer par les troubles bipolaires avec Bruno Étain. Bruno Étain qui est le coordinateur du réseau national des centres experts s'agissant donc des troubles bipolaires à Fondamental. Donc vous allez nous parler à la fois de la nécessité d'une promotion de la médecine personnalisée pour ces patients et en même temps on va parler de prévention tertiaire. Je vous passe la parole. Merci aux organisateurs de ce colloque de me donner l'opportunité de parler des troubles bipolaires. J'aborderai la question... Je veux bien le petit... pardon. La petite zapette. Donc j'aborderai la question des troubles bipolaires sous l'angle de 2 aspects. Un aspect que je détaillerai assez brièvement, mais qui est extrêmement important et qui a été souligné par Annie Labbé lors de son intervention ce matin, qui concerne la prévention secondaire, c'est-à-dire la précocité du diagnostic et de la prise en charge qu'on peut proposer aux patients, et quelques outils autour de la prévention tertiaire qui sont également des outils intéressants qui sont à proposer aux patients dans le cadre de leur prise en charge et qui visent à diminuer à la fois les récidives de la rechute, à diminuer le handicap ou les répercussions fonctionnelles liées à la maladie, mais aussi à intégrer dans les soins la notion de santé physique, puisqu'on verra que cette santé physique, en règle générale, est plutôt de mauvaise qualité pour les patients. Et comme Annie Labbé l'a dit ce matin, si parfois on arrive pour certains patients et souvent à équilibrer le trouble bipolaire en lui-même, il peut découler de cette pathologie et des conditions de vie qui entourent cette maladie un certain nombre de complications de santé physique qui peuvent expliquer la mortalité précoce, notamment des patients. Cette première diapositive, en fait, rappelle 2-3 petites choses sur les troubles bipolaires, puisque c'est un mot qu'on a prononcé assez régulièrement dans la matinée, mais pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette pathologie, donc c'est un trouble de l'humeur, au même titre que les dépressions, par exemple, avec une alternance chez un même sujet d'épisodes dépressifs et d'épisodes d'excitation pathologique. Le problème de cette pathologie, c'est petit 1 qu'elle est fréquente, puisqu'on estime que 1 à 4% de la population générale souffre d'un trouble bipolaire. Donc vous voyez que ça représente plusieurs centaines de milliers de personnes en France. Et d'autre part, c'est une pathologie qui commence tôt, qui commence à l'adolescence, au début de l'âge adulte, pour la majorité des cas. Et on voit déjà que ce début précoce de la bipolarité va avoir un impact, puisque c'est une maladie qui vient perturber tout le développement affectif, scolaire, professionnel, social de patients qui sont en cours de construction de leur vie.
C'est une maladie chronique, c'est une maladie handicapante, et une des sévérités particulièrement associées à cette pathologie, ce sont les conduites suicidaires, puisqu'il s'agit au sein des pathologies psychiatriques de la pathologie qui est la plus suicidogène, avec environ 15 à 20% des patients non traités qui décéderont par tentative de suicide aboutie, et des conduites suicidaires qui vont concerner entre 30 à 50% des patients au cours de leur vie. Pour reprendre une diapositive partiellement présentée par Pierre-Michel dans sa présentation, le premier enjeu de la bipolarité et de la prise en charge des troubles bipolaires en France, mais ce n'est pas spécifique à la France, c'est la question du diagnostic et du traitement précoce. Cette diapositive résume les résultats d'une étude que nous avons menée avec Noémie Drancourt. Donc c'est une population de patients français, donc ce n'est pas en Amérique ou dans d'autres pays européens, c'est chez nous que ça se passe, avec la séquence du parcours de soins chez les patients qui souffrent de bipolarité. Donc vous voyez que en moyenne, les patients présentent le premier épisode de leur maladie aux alentours de 25 ans. Et en moyenne, ils reçoivent un premier traitement régulateur de l'humeur, donc c'est-à-dire un traitement, on va dire, curatif, pour schématiser, de leur pathologie, aux alentours de 35 ans. Donc vous voyez qu'il s'écoule 10 ans d'errance diagnostique et thérapeutique, et au milieu de ces 10 ans, on ne peut pas dire que les patients ne sont pas en contact avec le service de soins, puisqu'ils sont en règle générale en contact avec les services des urgences, puisque dans cette période de 10 ans, en règle générale, survient la première tentative de suicide et la première hospitalisation. Donc il ne s'agit pas d'une maladie qui évolue pendant 10 ans et qui d'un seul coup se révèle aux professionnels de santé, mais c'est une maladie chronique, insidieuse, qui va débuter tôt et qui sera prise en charge de manière tardive. Une chose que m'évoquait la présentation de Dany Labbé ce matin, c'est que en tant que médecin, j'ai plutôt tendance à représenter sur une frise le parcours de soins, mais je pense qu'on pourrait représenter en dessous le parcours de vie des patients qui voient du coup toute la mise en place de leurs réseaux sociaux, professionnels, de leur scolarité, perturbée par toute une phase de leur maladie, 10 ans, qui va s'écouler non traitée, avec toutes les conséquences qui vont survenir. Donc ça, c'était sur les aspects de prévention secondaire, qui sont essentiellement la mise en place d'un traitement adapté, le repérage du diagnostic de manière précoce. Si on va vers maintenant plutôt les aspects de prévention tertiaire, un des premiers enjeux de la prévention tertiaire, ça va être de prévenir les rechutes de cette pathologie, donc à la fois les rechutes sur le versant d'excitation et de dépression. Et dans ce contexte-là, des approches ont été développées spécifiquement pour prévenir ces rechutes, au-delà, bien entendu, des approches médicamenteuses, mais qui sont des approches de type éducation thérapeutique, qu'on appelle aussi psychoéducation dans notre jargon de psychiatre, et qui ont été validées vers les années 2003, essentiellement par l'équipe du professeur Vieta à Barcelone, et qui sont désormais intégrées dans les recommandations internationales en première ligne de la prise en charge des troubles bipolaires en France. L'intérêt de cette prise en charge de type éducation thérapeutique est qu'elle a démontré son efficacité. Donc, c'est des prises en charge qui sont proposées à des patients, c'est réalisé en groupe sur une dizaine ou une vingtaine de séances de psychoéducation, et on peut étudier l'évolution de ces patients pris en charge en psychoéducation versus des patients qui ne sont pas pris en charge par cette approche. Et les données qui sont extrêmement solides dans la littérature montrent non seulement que ce type de prise en charge, qui est assez simple à réaliser, allonge le délai avant la rechute, diminue de 50% le nombre de rechutes sur un suivi de 5 ans, diminue de 40% les jours passés malades sur cette période de 5 ans. Et ce qui est important en termes de coût dans la prise en charge de soins, c'est que ça réduit de 40% la durée des hospitalisations, ce qui est un bénéfice indéniable pour le patient, mais aussi un bénéfice en termes de coût de santé, et réduit en gros le coût d'à peu près 5 000 € par patient qui sont pris en charge par la psychoéducation. Donc ces patients pris en charge en psychoéducation vont recourir plus souvent à leur médecin psychiatre, plus souvent aux services d'urgence parce qu'ils auront mis en place des stratégies d'alerte précoce, ce qui va générer un surcoût immédiat, mais sur la période de 5 ans, la diminution de la durée d'hospitalisation va générer une économie en termes de santé publique. Le problème, c'est que cette stratégie reste encore peu diffusée en France, avec un certain nombre d'obstacles qu'on pourrait détailler pendant longtemps, mais
qui sont certains obstacles idéologiques, etc. Parce que certains confrères considèrent qu'on n'éduque pas les patients. Moi, je pense qu'on peut leur apprendre un certain nombre de choses pour vivre mieux avec cette pathologie. Donc, il y a un effort de sensibilisation qui est nécessaire à cette approche, peu coûteuse et efficace. Et notamment, par exemple, les centres experts proposent des formations aux professionnels de santé qui souhaiteraient développer des approches psychoéducatives dans leurs services de soins. L'autre enjeu important de la prise en charge tertiaire est la réduction de la mortalité précoce. Donc la mortalité précoce observée chez les pathologies psychiatriques et spécifiquement dans le trouble bipolaire est pas liée uniquement à l'occurrence de tentatives de suicide ou de suicide abouti, mais elle est liée aussi à la surreprésentation d'une mortalité qui est excessive par accident, par pathologie somatique et notamment par pathologie cardiovasculaire. Ça, c'est des études de cohorte qui nous ont démontré ces différents aspects qui sont indispensables à prendre en charge pour effectuer des actions de prévention tertiaire qui soient efficaces. Une des premières actions pour réduire cette mortalité précoce, c'est tout d'abord que les patients reçoivent un traitement médicamenteux, puisque si les patients souffrant de troubles bipolaires, s'ils reçoivent un traitement médicamenteux, comparativement à ceux qui ne reçoivent pas de traitement médicamenteux, voient leur mortalité diminuer non seulement par suicide, mais aussi pour les autres causes de mortalité. Donc par exemple, c'est des choses qu'on n'explique pas forcément très bien, qui sont probablement multidéterminées, mais un patient qui reçoit un traitement thymorégulateur, non seulement rechute moins, non seulement commet moins de tentatives de suicide et meurt moins de suicide, mais mourra moins également de pathologies cardiovasculaires, par exemple, ou de pathologies cancéreuses. Nous avons essayé sur les pathologies cardiovasculaires notamment de faire un instantané de la situation que nous observons chez les patients souffrant de troubles bipolaires et qui sont suivis dans le réseau des centres experts. Et ici, c'est des données qui concernent ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique est l'association d'obésité, d'anomalies de la tension artérielle, d'anomalies de la glycémie et du métabolisme des lipides. Et en présence d'un syndrome métabolique chez une personne donnée, on sait que le risque de mortalité cardiovasculaire par infarctus du myocarde ou AVC est extrêmement augmenté. Donc nous avons comparé et décrit tout simplement cette population de patients souffrant de bipolarité avec une population contrôle qui est une population issue de la population générale. Donc c'est un travail qui a été conduit par notre collègue Ophélia Godin et qui montre qu'un patient sur 5, comparativement à un patient sur 10, un sujet sur 10 en population générale, présente un syndrome métabolique. Donc vous voyez que la fréquence de ce syndrome est augmentée chez les patients souffrant de bipolarité, ce qui explique probablement pour partie leur mortalité précoce. Et ce qui est beaucoup plus étonnant, mais beaucoup plus inquiétant, c'est tout simplement de regarder chez les patients qui présentent ce syndrome métabolique, tout simplement, est-il traité ou pas? Et dans 70 à 80% des cas, ce syndrome métabolique chez les patients souffrant de bipolarité n'est pas pris en charge. Donc ça souligne non seulement que nos patients sont à haut risque de rechute et de morbidité liée aux rechutes, mais aussi sont des bombes à retardement sur le plan métabolique. Et c'est ce que disait Annie Labbé, c'est-à-dire qu'on voit des patients stabilisés pour la maladie et qui développent des maladies somatiques graves vers l'âge de 40-50 ans. Donc ça nécessite notamment des actions, par exemple, de renforcement des liens qui peuvent exister entre les médecins psychiatres et les médecins généralistes, puisque en règle générale, c'est un beau lapsus, en règle générale, nos collègues généralistes nous disent que quand ils arrivent à adresser un patient à un médecin psychiatre, ils n'en entendent plus jamais parler, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de nouvelles, peu de communication, et en tant que professionnels, on communique probablement pas assez avec nos collègues généralistes, qui du coup pensent qu'on va s'occuper du syndrome métabolique de nos patients, alors que nous pensons que le syndrome métabolique sera pris en charge par le médecin généraliste. Donc dans cette espèce d'incompréhension ou de non-communication entre les professionnels de santé, on a cette situation de pathologie fréquente et non traitée. Le dernier enjeu de la prévention tertiaire, c'est plus globalement de préserver le fonctionnement au sens large de nos patients. Alors on peut parler de fonctionnement, on peut parler de qualité de vie au sens un peu global, mais je pense que c'est très important, parce qu'en tant que professionnel de santé, on se focalise beaucoup sur la maladie. L'idée est de regarder l'individu dans sa globalité, pas uniquement sa pathologie, ses comorbidités, mais aussi sa qualité de fonctionnement. Et on sait que ce fonctionnement, par des études, ici c'est un exemple de l'équipe de Barcelone,
que le fonctionnement des patients qui souffrent de bipolarité entre 2 épisodes est extrêmement perturbé en termes d'autonomie, en termes de capacité à vivre seul, en termes de capacité à garder un emploi, en termes de capacité à gérer ses finances, en termes de capacité à avoir des relations interpersonnelles satisfaisantes. Et il existe des approches que je ne détaillerai pas ici, qui sont par exemple autour de la remédiation cognitive et fonctionnelle, qui visent à augmenter les capacités de nos patients à maintenir un fonctionnement de bonne qualité. Donc en conclusion, je dirais que les enjeux de la prévention secondaire, c'est bien entendu de réaliser un diagnostic précoce chez nos patients et de proposer un traitement médicamenteux de manière précoce. Et en cela, les centres experts répondent à cette attente de prévention secondaire. Les enjeux de prévention tertiaire sont autour de la prévention de la rechute, de l'éducation thérapeutique, du maintien de la qualité de fonctionnement, de la surveillance et du traitement des comorbidités physiques. Et c'est également un travail que nous essayons de mener au sein des réseaux centres experts. Donc je terminerai cette présentation en remerciant mes collègues des centres experts, en remerciant le CESE pour son invitation, et en remerciant également Madame Poder, qui n'est plus là, mais que je remercie quand même, pour son soutien à la mise en place du réseau. Avant de poursuivre, 2 petits rappels. Le premier qui concerne les questionnaires de satisfaction qui vous ont été remis dans les petites pochettes à l'entrée. N'oubliez pas de les remplir quand vous partez. En tout cas, on aimerait bien les avoir. La deuxième chose qui concerne les questions. Donc là, vous avez des petits morceaux de papier. Rédigez-les et je m'en ferai l'écho tout à l'heure à la fin de cette session. Donc maintenant, on va parler de conduite suicidaire. Je vais passer tout de suite la parole à Didier Bernus, qui est secrétaire fédéral de la Force ouvrière, qui appartient au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et qui fait partie du CESE. Et pour le compte du CESE, vous avez rédigé un avis en février 2012, je crois, qui s'appelait « Suicide, plaidoyer pour une prévention active ». Et c'est de cet avis dont vous allez nous parler. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci Fondamental pour cette initiative prise sur la question de la prévention qui est au cœur de la vie sur laquelle il m'a été donné de travailler et qui est une disposition Voilà, merci. Donc, et qui est au cœur donc, de l'avis sur lequel nous avons travaillé. Pourquoi cet avis par le Conseil économique, social et environnemental? Quand j'ai eu à rencontrer Michel Debout, qui a été membre de ce Conseil économique et en 1993 a travaillé sur une étude justement sur la question du suicide, il m'a expliqué l'importance qu'il y avait eu de travailler sur cette question-là dans le cadre du Conseil économique en tant qu'assemblée de notre République, troisième assemblée, et en tant que véritable chambre d'écho sur un certain nombre de problématiques, et celle-ci en particulier méritait qu'on s'y arrête. Pourquoi? Elle méritait qu'on s'y arrête parce que nous savons tous que le suicide est en premier lieu un drame humain qui provoque une onde de choc terrible et on assiste bien souvent, pour le commun des mortels, à la question du suicide. Quand on est confronté à la question du suicide, on a le sentiment bien souvent d'être complètement impuissant. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il n'y a rien à faire et ça apparaît comme quelque chose d'inéluctable. Et finalement, quand on commence à réfléchir, à regarder, à écouter autour de la question complexe qui est celle du suicide, on se dit il y a peut-être bien quand même quelque chose à faire. Et quand on regarde un petit peu plus loin, quand on commence à travailler ce que nous avons fait dans le cadre de cet avis sur un certain nombre de données, on se dit tout ça n'est pas une fatalité. Plus de 10 000 suicides, de décès par suicide par an, plus de près de 220 000 tentatives de suicide
en France par an, n'y aurait-il rien à faire? On est en droit de se poser la question puisque les chiffres ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il y aurait un particularisme national qui ferait qu'il y aurait plus de décès par suicide en France qu'en Grande-Bretagne, par exemple? Et quand on regarde un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a eu des stratégies de prévention mises en œuvre et qui ont produit des résultats. Et donc, on n'est pas, contrairement à ce que bien souvent cette question soulève, devant une impuissance à ne rien pouvoir mettre en œuvre par rapport au suicide. Et ça a été le point de départ de cet avis. Et comme nous ne sommes pas, moi je ne suis pas un spécialiste de la question du suicide, même si je suis un professionnel de santé, je ne suis pas un spécialiste. Donc, et je me dis, s'il y a quelque chose à faire, si le Conseil économique et social et environnemental peut faire quelque chose, c'est de vraiment faire un plaidoyer pour la prévention en matière de suicide. Ça s'inscrit en plus dans la droite ligne d'un certain nombre de travaux déjà sur la prévention en matière de santé, parce qu'on peut agir concrètement pour éviter à une personne de décéder par suicide. Et donc, première des choses, si on veut prévenir, il convient déjà de mieux connaître. Et mieux connaître, c'est à la fois, bien sûr, avoir les données médicales sur le phénomène complexe du suicide, mais c'est aussi avoir un certain nombre de données épidémiologiques, de disposer de la meilleure connaissance possible des différentes situations qui conduisent une personne qui est face à un mal-être tel qui va tenter de mettre fin à ses jours, donc d'appréhender le mieux possible ces situations, pour pouvoir justement essayer peut-être d'agir sur telle ou telle disposition. Et cela plaide en la faveur de développer justement une certaine forme, j'allais dire, de vulgarisation des connaissances acquises sur la question du suicide. On s'aperçoit que finalement, on arrive à collecter un certain nombre d'informations sur la question du suicide, mais que les informations ne sont pas toujours croisées entre les différents professionnels de santé qui, y compris, agissent en matière de prévention. On n'a pas toujours l'occasion, la possibilité de croiser les différentes informations, expériences qui permettent de mieux connaître et de mieux appréhender la question du suicide. Donc, mieux connaître pour pouvoir appréhender et mieux prévenir le suicide est une composante indispensable. Mieux connaître, cela vaut à la fois pour les professionnels de santé qui interviennent, mais ça vaut aussi pour le tout à chacun, parce que tout à chacun peut intervenir. En premier lieu, bien sûr, l'entourage de la personne qui fait une tentative de suicide, eh bien, il faut, compte tenu du taux important de récidive en matière de tentative de suicide, c'est-à-dire que quand j'ai fait une tentative de suicide, je suis plus exposé à me retrouver dans une nouvelle situation où je vais faire une tentative de suicide. Donc, comment on peut intervenir, comment on peut prévenir? Par exemple, il y a un certain nombre de choses sur les différents risques qui exposent au suicide, une meilleure connaissance de ces risques, vulgariser, expliquer que, eh bien, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui, quand on arrive à les identifier, donnent des signes d'alerte pour intervenir et éviter que la personne ne passe à l'acte. Ce sont des choses importantes. Et à titre d'exemple, par exemple, en Grande-Bretagne, il y avait été fait une étude sur la question des tentatives de suicide ou des suicides réalisés sur la voie ferrée. Eh bien, il y a eu des dispositifs mis en place dans un certain nombre d'endroits pour essayer de différer le moment où je vais passer à l'acte. Si on peut me faire détourner un petit peu de mon chemin pour éviter ce passage à l'acte avec une mention spécifique, eh bien, on peut intervenir sur des dispositions, sur des facteurs de risque qui amènent à. Alors, tout ça pour dire mieux connaître, identifier les choses pour pouvoir peser.
Et cela nous a conduit à dire, dans nos conclusions, que, primo, il y a d'un côté les professionnels de santé, et dans les professionnels de santé, il y a, j'allais dire, les spécialistes, mais il y a aussi les professionnels qui ne sont pas des spécialistes, mais qui sont des professionnels de première intention. C'est-à-dire que quand j'éprouve un mal-être tel que je peux être amené à faire une tentative de suicide, ou si j'ai fait une tentative de suicide, bien souvent, je suis amené à être en contact avec un professionnel de santé. Mais tous les professionnels de santé ne sont pas au fait de la question du suicide, de ce qui conduit à une crise suicidaire, quel est le cheminement, quel est le scénario qui m'amène finalement in fine, à passer à l'acte. Donc, cibler sur les professionnels de santé de première intention, et leur donner les moyens de pouvoir détecter, déceler s'il y a un risque suicidaire ou s'il y a eu une tentative de suicide, comment déceler s'il y a une forte probabilité ou pas de récidive, sont des composantes importantes. De ce point de vue-là, la première des cibles, c'est bien entendu le médecin généraliste, puisque c'est bien souvent lui qui va intervenir. Or, les statistiques, avec les limites que peuvent avoir bien sûr les statistiques, montrent que le médecin généraliste ne va pas être tous les jours en contact avec cette situation-là. Et donc, si on ne lui donne pas régulièrement des éléments pour attirer son attention, pour participer à poser un diagnostic quant à un risque suicidaire, eh bien, on voit qu'on a une déperdition en ligne. D'autres professionnels de santé sont amenés à intervenir, par exemple, au niveau de la médecine du travail, par exemple aussi au niveau de la médecine scolaire, où il y a besoin, là aussi, d'armer les professionnels de santé qui sont à même d'intervenir, d'entendre des personnes qui vont venir auprès d'eux exprimer un mal-être qui pourrait tendre vers une tentative de suicide ou un suicide. Donc ces dispositifs-là de connaissance et d'alerte sont primordiaux pour intervenir en amont de la crise suicidaire. Et plus on intervient tôt dans le processus de la crise suicidaire, plus on est susceptible de l'éviter. Et puis, nous avons aussi examiné, dans le cadre de cet avis, on a fait le constat qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives finalement en matière de prévention du suicide, mais qu'il fallait finalement en faire la promotion, puisque chacun, bien souvent, travaille dans son coin, ne dispose pas toujours des moyens pour diffuser plus largement, même s'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, et il faut vraiment encourager, et de ce point de vue-là, peser sur les pouvoirs publics pour qu'il y ait différents dispositifs mis en œuvre pour accompagner ces initiatives de prévention qui sont mises en œuvre déjà par les professionnels. Cela nécessite d'intégrer beaucoup plus avant ces dispositifs de prévention, à la fois dans différents plans. Il y a les plans psychiatrie, il y a un plan suicide. Ces deux plans, quand on regarde la logique des pouvoirs publics, ne se croisent pas automatiquement, ce qui est dommageable. Donc, de faire en sorte que l'on croise un petit peu mieux ces deux plans nous paraît être quelque chose de beaucoup plus efficace et efficient et qui a donné des résultats, notamment dans les pays anglo-saxons. Autre disposition aussi, c'est que sur les initiatives qui existent, Guillaume Véva, je pense, peut-être qu'il fera référence sur les dispositifs d'alerte, de suivi, nous trouvons qu'il faut vraiment encourager, mettre les moyens qui ne sont pas des moyens importants en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais des moyens importants en termes de sensibilisation et de systématisation. C'est-à-dire que de mettre en place des systèmes d'écoute, d'alerte dans tous les services d'urgence des CHU, par exemple, des établissements hospitaliers qui sont dotés de services d'urgence, on doit pouvoir mettre en place ces dispositions pour pouvoir bénéficier à la fois d'un accès à un professionnel spécialisé et aussi
de pouvoir poursuivre les dispositifs d'alerte qui pourraient être mis en œuvre. Et puis, il convient aussi, toujours sur ces dispositions qui sont indispensables à vulgariser, de faire des campagnes d'information en direction du grand public sur la question de la prévention du suicide et de dire on peut faire quelque chose. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur la vie, c'est que la réaction des gens que je rencontrais, avec lesquels je parlais de ce projet, mais c'est une fatalité, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux empêcher quelqu'un qui a décidé et qui est déterminé à se suicider? Eh bien, si on peut, parce que tout ça n'est pas une fatalité. On sait très bien que la personne qui se suicide ou qui fait une tentative de suicide a toujours le sentiment que c'est la solution à ses problèmes. Or, tout nous montre que ce n'est pas la solution. Au contraire, c'est soit une fin définitive à quelque chose qui pourrait être évité, ou alors c'est accroître des difficultés quand on fait une tentative de suicide à son mal-être. Et donc, d'expliquer, de vulgariser que l'on peut intervenir, que ce n'est pas un sujet tabou, même si c'est complexe, même si ça renvoie à la question de la mort, et d'une mort qui plus est une mort violente. On doit vraiment vulgariser, expliquer le phénomène, dire de quoi il s'agit, expliquer les différents facteurs de risque qui existent et comment on doit soi-même pouvoir être une écoute, alerter, et comment on doit pouvoir joindre un professionnel qui pourra intervenir de manière efficace sur la question. Enfin, sur les différentes préconisations aussi qui ont été formulées sur la question de la prévention, nous avons, dans le cadre de cet avis, accompagné la nécessité de la création d'un observatoire national du suicide. La ministre de la Santé a donné suite non seulement aux conclusions de cet avis, mais aux différentes initiatives qui avaient déjà été prises dans ce sens-là. Je pense à différents appels qui avaient été formulés pour la création de cet observatoire, et cet observatoire est en place. Ce n'est pas une fin en soi, certes, mais cela permet là encore, de mettre ensemble différents acteurs qui mettent en commun leurs connaissances, qui mettent en commun leurs initiatives et qui permettent de formuler un certain nombre de préconisations en direction des pouvoirs publics sur les initiatives à prendre en matière de prévention du suicide. Et puis surtout, le rôle que devra jouer cet observatoire, c'est d'être l'aiguillon pour dire on ne peut pas se satisfaire finalement d'une situation dans notre pays, de constater qu'il y a plus de 10 000 suicides morts par suicide par an, sans pour autant mettre en place des politiques très volontaristes sur la prévention du suicide. Quand on sait par exemple les difficultés que l'on a pour obtenir un rendez-vous dans un centre médico-psychologique, pour obtenir une consultation. Dans un certain nombre de centres médico-psychologiques, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Tout ça parce qu'on ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer l'accueil et cette écoute. Et on ne peut pas s'appuyer uniquement sur la volonté des professionnels qui vont essayer d'élargir les plages, qui vont se rendre disponibles quand même, etc. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de pistes sur lesquelles il convient de mettre l'accent. Il faut aussi aider la recherche en la matière. Ça avait été une des réflexions, notamment de Guillaume Weva. Il dit si le Conseil économique pouvait nous donner un coup de main pour valoriser la recherche sur la question, parce que ce n'est pas un sous-domaine, ce n'est pas une sous-question, c'est une question primordiale. Donc voilà ces éléments qui ont servi à construire cet avis. Et si le Conseil économique, au travers de cet avis, peut servir de caisse de résonance sur la nécessité absolue de mettre en place des dispositions en matière de prévention du suicide, eh bien nous aurons au moins réalisé une petite part du chemin aux côtés de celles et ceux
qui s'investissent de manière très militante sur cette question. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Guillaume Veva, qui est chef du service de psychiatrie adulte au CHU de Lille. Vous avez travaillé près d'une vingtaine d'années, je crois, aux urgences psychiatriques à Lille. Et vous allez nous parler donc d'expériences autour des dispositifs de veille qui sont mis en place après une tentative de suicide, d'expériences françaises. Merci à tous. Merci au Conseil économique et social d'avoir repris le flambeau après 93, 20 ans plus tard, de cette autosaisie. Pour les gens de ma génération, ce rapport de 93 a été très mobilisant, très moteur. Donc c'est toujours très agréable de reprendre. Puis bon, je m'appelle Veva. Veva, c'est breton, ça veut dire vivre. On paye toujours quelque chose à la névrose familiale, vous le savez bien. Donc j'ai pas le choix, il faut bien s'engager. Aujourd'hui, je vais parler simplement que d'un des aspects de la prévention, c'est la prévention secondaire. Attention, ce champ de la prévention est beaucoup plus ouvert que ça. Il y a le champ de la prévention primaire, donc bien sûr tout ce qui éviterait qu'un sujet se trouve en proie à ce mal-être et qu'il exposerait aux idées suicidaires. Et puis, très rapidement, une prévention tertiaire, dont on parle de plus en plus heureusement en France, et qu'on peut résumer par la postvention. Comment on s'occupe de ceux qui restent, comme on disait, donc de ces endeuillés par suicide, dont on sait très bien qu'ils sont un groupe à très haut risque de suicide. Donc moi, je vais me centrer sur la prévention secondaire, c'est-à-dire grosso modo les systèmes de prévention qui démarrent au moment où on a rencontré quelqu'un qui survit à une tentative de suicide. Là, je vais trop vite. Bon, ces chiffres, vous les connaissez par cœur, on est plusieurs à les avoir dit. Vous avez vu, on dit toujours les mêmes, c'est déjà ça. En France, on dit que les psychiatres ne disent jamais la même chose. Vous avez vu qu'on est plusieurs à dire la même chose. Si on dit 200 000, c'est une estimation, ça fait une toutes les 3-4 minutes. 10 000 morts, 28 par jour. Moi, je voudrais vous parler euros. Ce n'est pas ma nature, mais enfin quand même, puisque la prévention, son problème, c'est de trouver de l'argent. L'argent, quelque part, je ne sais pas où il est, mais je sais où pour l'instant, il est dépensé. Le travail que Karine Chevreul a coordonné, où Philippe Courtet et moi avons travaillé, va paraître bientôt et chiffre en France le coût des conduites suicidaires. J'arrondis, 300 000 €, c'est moyen sur l'existence, c'est le coût d'une mort par suicide en France. 15 000 €, c'est le coût d'une tentative de suicide en France. Donc il faut retenir ces chiffres-là, parce que, voilà, il ne faut pas avoir fait Polytechnique, avec tous les procès dont on a entendu parler sur les traders ce matin, pour faire de simples multiplications. L'OMS nous dit en 2020, donnons-nous cet objectif qui paraît légitime, de diminuer par 10% le nombre de suicides dans le monde. Il y a 1,5 million de morts par suicide dans le monde. Bon, si on rapporte ça à la France, ça fait quoi? Il y a 10 000 morts, donc il faut 1 000 morts en moins d'ici 2020, et il faut 20 000 TF en moins. Vous multipliez par ce coût-là, ça fait 300 millions d'euros de chaque côté par an. 600 millions d'euros. Moi, j'ai 2-3 idées quand même pour développer des programmes de prévention avec des sommes comme celle-là. J'ai vu que nos instances ministérielles et différents bureaux sont ici représentés, si vous voulez. Enfin, vous savez très bien qu'on est plusieurs à avoir certaines idées. Alors le voilà, ce fameux rapport du Conseil économique et social, et il est sans doute peut-être un peu petit pour vous, mais le titre de ce rapport, c'est un plaidoyer pour une prévention active. Alors, dans ce champ-là, et en restant dans mon rôle sanitaire, parce que la prévention, ce n'est pas que des histoires de docteurs, c'est des histoires de politique, c'est des histoires de société, c'est des histoires d'organisation, c'est des histoires de liens, c'est des histoires de beaucoup de choses, de sociologie. Donc moi, je vais rester dans mon rôle sanitaire, et dans ce rôle sanitaire, la prévention active, c'est relativement balisé. On sait aujourd'hui qu'il y a 2 grands champs qui sont extrêmement à la fois prometteurs et déjà très efficaces, car déjà testés. C'est le champ des interventions proactives, où on quitte un peu cette époque de laisser venir une sorte de demande ou d'un malaise qui deviendrait particulièrement évident, responsabilité au sujet de se désigner ou à l'entourage de le dire. On quitte un peu cette culture-là, dans cette approche de l'intervention proactive. Et deuxième champ, celui de la veille. Moi, je vais vous prendre un exemple de système de veille. Alors, c'est quoi ces systèmes de veille? Parce que, bien sûr, on entend tout le temps parler des systèmes de veille, la veille sanitaire, je ne vais pas vous parler de ça. C'est une autre type de veille, c'est une veille beaucoup plus active. Il ne s'agit pas d'un sniper qui serait dans un coin et dans son fusil à lunettes regarderait ce qui se passe, ou ses jumelles. Il s'agit de veiller et de dire régulièrement « on est là pour veiller ». On ne va pas le dire tout le temps non plus, il ne faut pas complètement polluer l'existence de quelqu'un, mais enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus actif comme veille. Pourquoi dans différents endroits du monde, on s'est mis à faire ça? Tout simplement devant un constat qui est une sorte de truisme.
une tentative de suicide franchit, dans 80% des cas, les portes d'un service d'urgence, ou on va dire les portes du système de santé pour rester vague. Le temps d'interaction qui va s'en suivre est assez court, hein. Quelques heures pour 30% des cas, hospitalisé à l'UHCD des urgences pour une nuit dans 30% des cas, hospitalisé quelques jours dans le système de santé quelque part, en psy ou en médecine chirurgie obstétrique, pour le reste, hein. Grosso modo, dans 90% des cas, les gens qui sont hospitalisés sortent en moins de 5 jours. Donc entre ceux qui sortent directement, ceux qui passent une nuit aux urgences, ceux qui sortent en moins de 5 jours, le moins qu'on puisse dire, c'est que le temps d'interaction est de l'ordre d'un compromis, un compromis de soins. Et pourquoi pas, hein, parce que si les professionnels qui travaillent dans ce champ-là ne font pas n'importe quoi, s'ils en sont à ça, c'est qu'ils ont réuni les facteurs, les alliances, les ressources qu'ils supposent être activables rapidement. Supposent être activables rapidement. À condition peut-être qu'à terme, on vérifie un peu si c'était bien vrai, si ça tient toujours, hein, s'il ne faut pas reprendre certaines choses. C'est ça un système de veille. Comment reprendre un peu à distance, hein, le compromis, hein, de soins qui a été tissé dans ce temps d'interaction forcément très court avec le suicidant et donc le sujet qui survit à une tentative de suicide. Donc beaucoup d'idées dans le monde ont germé, des farfelus comme des idées intéressantes. Un certain nombre d'entre eux ont été testés, c'est-à-dire évalués, c'est-à-dire ont subi l'expérimentation, la méthodologie d'un essai thérapeutique. Donc vous avez l'habitude sur un médicament, on peut faire exactement cette même méthodologie avec un système de santé ou un service. Donc en l'occurrence, voilà, c'est cliniques randomisées, contrôlées versus un groupe comparateur. On tire au sort, de façon aléatoire, les sujets. Un groupe a l'intervention, l'autre est un sujet témoin avec l'intervention aujourd'hui existante. Il y a eu plusieurs choses de tentées. Des sujets en Australie ont envoyé des petites cartes postales envoyé 8 cartes postales pendant l'année qui suivait le contact aux urgences. D'autres donnaient des coups de téléphone dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est ce qu'on avait testé il y a 10 ans, en reprenant un petit peu à distance ce compromis de sortie, en disant ben voilà, on s'est rencontrés il y a un certain temps, où est-ce que vous en êtes? On reprenait, ou pas, hein, parce que le coup de téléphone peut durer 15 secondes, hein, si tout va bien. Il y a même des gens qui ne suivent pas le compromis et qui vont bien. Vous vous rendez compte, toute recuidance. Hein, mais on les laisse tranquilles quand même. Hein, ils ont trouvé leur solution, ben parfait. Donc c'est un système de veille. Hein. Il y en a d'autres à qui on donnait une carte ressources 24-24. Bon, ça c'était les Anglais. Bon, bref. Tout ça pour arriver à un moment où on se disait, tous ces systèmes, il y en a certains qui sont intéressants, aucun ne résout l'équation. Évidemment, c'est tellement polyfactoriel, tellement riche, ce serait une insulte au bon sens. Mais il semblait bien quand même qu'en associant certains de ces systèmes, on augmentait quand même le champ d'action de façon tout à fait réelle. La carte de crise 24-24, c'est les Anglais qui ont fait ça. C'est Bristol. Honnêtement, je ne veux pas faire de mauvais humour, mais à Bristol, on envoie des cartes. Bon, c'est comme ça. Hein, et avec dessus, un numéro d'appel 24-24 avec un junior en psychiatrie ou bien un soignant en santé mentale formé qui décroche. Ça marche très bien pour les premières tentatives de suicide. D'ailleurs, sur ceux à qui on donne ça, simplement 6% des gens à qui on le donne vont faire le numéro. Ces 6% des gens qui font le numéro se récidivent le geste suicidaire 5 fois plus que la population générale. C'est-à-dire que dans la difficulté de la prévention, qui est le repérage, vous êtes dans un cas de figure où, en donnant une carte à la sortie des urgences, les gens qui vont appeler s'autodésignent comme à risque. On fait quoi? On a là le moyen d'intervenir, ils se sont désignés. Bon, voilà, vous voyez venir, on peut décliner. Alors, on sait très bien que l'appel téléphonique, ça marche pas mal. Ça marche pas tellement bien pour les premières tentatives de suicide. Ça marche mieux quand il y en a eu au moins une précédente. Donc, on peut l'associer, vous voyez, primo-suicidant ou pas primo-suicidant. Et surtout, le nerf de la guerre, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, on peut être aussi organisé que vous voulez, il y a des loupés. Il y a des gens qui décrochent pas leur téléphone, qui sont pas là au bon moment, qui vous raccrochent au nez, ou beaucoup plus fréquemment, qui vous répondent très poliment parce qu'ils sont contents que vous les appeliez, mais bon, qui vous disent un peu des mots qui vous arrangent pour pas aller plus loin dans la conversation. Donc qu'est-ce qu'on fait quand le système de veille qu'on avait imaginé fonctionne pas parce qu'ils sont pas au rendez-vous? Et donc, on avait décidé à ce moment-là d'associer l'envoi des cartes postales comme le font les Australiens et les Néo-Zélandais. Alors, cet algorithme avait été baptisé dans le cadre d'un projet de recherche. Ce que je vous raconte là, c'est de la recherche, d'où le plaidoyer, M. Bernus,
était l'association de ces différents systèmes, un algorithme de veille après une tentative de suicide. La veille, dans ce sens, l'inquiétude, ça c'est un joli terme philosophique, c'est Michel Cornu qui le développait, un système de santé qui ne peut pas rester dans la quiétude. On a rencontré quelqu'un qui a voulu mourir, on l'a rencontré très peu de temps, on ne peut pas rester tranquille. Qui ou quoi dans le système de soins porte cette inquiétude, a la responsabilité de cette inquiétude. Mes voisins belges, je suis à 13 km de la frontière belge, donc je parle le belge couramment à Lille, ils disent la clinique du souci. C'est joli ça, rester dans le souci. Ils disent prendre en soin, les Belges, ils ne disent pas prendre en charge. Vous voyez la différence de métaphore. Bon, d'ailleurs, les Belges, dans le système de santé mentale, sont en train d'inventer des nouveaux métiers, notamment les coordonnateurs de soins, dont moi aussi je fais l'apologie. Donc Algos, c'était ça. Donc je viens de vous le dire, une carte 24-24 pour les primo-suicidants, on appelle les autres dans la 3e semaine, et puis ceux qu'on n'a pas, on envoie des cartes postales, ainsi de suite. Et ça, on l'évalue. Un PHRC, merci mesdames et messieurs du ministère de la Santé, puisque vous nous avez accordé ce programme hospitalier de recherche clinique, c'est quand même 313 000 €, 24 centres en France, pas que des CHU, loin s'en faut, parce que regardez, c'est un peu concentré en Nord-Pas-de-Calais et en Bretagne, avec cette mission de conjuguer certes des CHU, mais aussi des petits centres, des moyens centres, voir si cet outil-là était transposable en termes de santé publique. Il y a Hénin-Beaumont, si célèbre aujourd'hui, c'est un des ronds là-haut, il y a Vannes, il y a Quimper, il y a Montauban en bas, à côté de Toulouse. Donc plus de 1000 sujets ont été randomisés, tirés au sort dans l'un des deux groupes, et les résultats, à 6 mois, sont ceux-là. Bon, je passe, je ne peux pas faire trop l'article du sujet, simplement pour dire qu'une des questions des systèmes de veille, c'est on veille quoi? Et derrière le qu'est-ce qu'on veille, combien de temps on veille? Clairement, il y a deux écoles qui se répondent. On veille sur une crise, et là on est à quelques mois ou quelques semaines, ou on veille sur la trajectoire de vie de quelqu'un. Bon, là, on n'est pas dans des sous-groupes à risque, on n'est pas dans le champ de la population clinique, on n'est pas dans des suivis de patients bipolaires ou schizophrènes ou de troubles borderline de la personnalité, on est en population générale de cette manne de sujets qu'on rencontre dans les services d'urgence après une tentative de suicide. Ils n'ont pas une étiquette forcément psychopathologique, toujours évidente. Donc, dans ce style-là, à l'évidence, nous prenons, nous, une veille de la crise, une veille du lait qui est actuellement sur le feu. Bon, les résultats sont quand même assez important. Ce qui nous a le plus marqué, c'est l'efficacité sur la mortalité par suicide. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, en sachant que sur le plan épidémiologique, la mortalité par suicide est très, très, très liée au poids de la maladie mentale, alors que le phénomène social ou sociétal est plus important dans la tentative de suicide. C'est un peu critiquable comme assertion, mais en tout cas, le poids et le lien direct entre poids du trouble mental, de la maladie mentale et décès par suicide, ça, il est tout à fait réel. Et ces systèmes-là, ce n'est pas le premier qui montre une efficacité en termes sur la mortalité. Jérôme Motto, le père de la suicidologie américaine, avait déjà fait ça avec des petites lettres qu'il envoyait aux suicidants. Bon, alors là, c'est le parlementaire qui m'avait à l'époque donné la parole, c'est moi qui vous la rends. On fait quoi demain? Parce que ça, ce que je vous ai dit là, c'est les résultats d'une recherche. 23 centres en France, donc différents contextes, culturels, régionaux, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'effet centre quand on fait l'analyse statistique. Il y a des variations, mais les variations, ce n'est pas les régions, c'est le degré de sensibilité à la prévention du suicide préexistant qui changeait un petit peu les choses, pas le soleil ou le degré de pluviométrie. Donc on fait quoi demain? Il est clair qu'en politique de santé, la territorialisation, la régionalisation de l'implémentation des systèmes, bon, on fait école depuis 40 ans, et je pense que c'est très, très, très important. Je pense qu'il faut des coordinations régionales de lutte contre le suicide, même si lutte contre le suicide, on n'aime pas trop. Michel Debout était farouche adversaire de ce mot lutte contre le suicide que Madame la ministre avait utilisé, Madame Marisol Touraine, parce que lutte contre le suicide, ça supposerait que le suicide, soit c'est une faute, soit c'est un mal. Non, un médecin, ça parle pas comme ça. Donc voilà, de prévention du suicide, d'harmonisation des prises en charge. Bon. Et puis, vous avez vu que j'ai fait ma dernière diapositive, j'ai fait le choix du système de veille. Mais je vous ai dit, il y a une autre démarche proactive, efficace et prometteuse, c'est l'intervention. Et il n'est pas du tout interdit de mélanger, de marier ces deux champs avec l'hypothèse que je vous ai exposée. C'est-à-dire, vous avez sur la droite Algos, avec
cette charmante jeune femme au téléphone. C'est dommage que au téléphone, on ne voit pas qu'elle est aussi charmante, évidemment. La carte ressources, les cartes postales. Et puis derrière, ça c'est de la veille. C'est toujours le même système comme un centre 15 connaît ça très bien, un SAMU. Quand est-ce qu'on arrête de veiller? Quand est-ce qu'on démarre l'intervention? C'est le grand enjeu, c'est toute la grande difficulté. Donc il est temps, aujourd'hui, la veille on sait que ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne, et on sait à quel coût relativement modique on peut le faire. Il faut qu'on branche les systèmes d'intervention assez rapidement, équipe mobile, certes, pourquoi pas, hospitalisation à domicile. J'ai entendu Mme Poder qui était vent debout contre ce terme. Moi, je ne parle pas d'une intervention toutes les semaines, hein. Je parle d'1 à 2 par jour, avec une infirmière qui vient le matin ou le soir distribuer le traitement. Ce sont des gens, 90%, c'est des tentatives de suicide médicamenteuses. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous rappelle que dans un système de veille, c'est des sujets qui sont passés par le système hospitalier un certain temps. Donc on veille, ils vont à nouveau pas bien. Si c'est toujours pour leur dire, si vous n'allez pas bien, vous revenez à la caisse départ. C'est pas très riche, hein. On peut se dire aussi que si l'équipe d'intervention peut éventuellement proposer une intervention de crise à domicile ou une HAD, ça enrichit le panel et la gamme des interventions. Et excusez-moi du terme, il n'est pas très beau, on ratisse beaucoup mieux, hein, le soin délivré à nos contemporains. Je vous remercie de votre attention. Je vais demander maintenant au docteur Philippe Conus de nous rejoindre à la tribune. Donc, le docteur Conus vient de Lausanne, où il travaille au service de psychiatrie de l'hôpital de Lausanne. Précédemment, il avait travaillé également en Australie, à Melbourne, ce qui fait qu'il a participé à la mise en place de 2 programmes importants, le programme EPIC en Australie, le programme TIPP en Suisse, qui sont des programmes qui aident à la détection précoce et au traitement spécifique des psychoses émergentes, et c'est de cela dont vous allez nous parler. Donc là, on va sortir de France et on va voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et je vous donne la parole. Merci pour cette introduction. Merci d'accueillir un Suisse en France, malgré les votations récentes qui nous éloignent un peu plus de l'Europe, malheureusement, mais il faut qu'on fasse avec ça. Donc, effectivement, je vais essayer en 10 minutes de vous parler de cette question d'intervention précoce dans les troubles psychotiques, donc prévention primaire, mais aussi prévention secondaire, au fond. Je vous dirai pourquoi je parle de ces 2 éléments. Donc, c'est vrai qu'on ne les suit pas là-dedans. Donc, voilà. C'est un petit peu... Donc, peut-être je voulais faire une définition, comme ça a été fait pour les troubles bipolaires, peut-être définir brièvement, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au fait de ce genre de problème, ce qu'on entend par psychose. Alors, en fait, c'est un ensemble de troubles dont font partie un certain nombre de troubles bipolaires et aussi en particulier la schizophrénie, sont les troubles au cours desquels les patients présentent un certain nombre de symptômes qui sont de 3 ordres, soit des idées délirantes, donc des croyances qui ne sont pas basées sur des choses réelles, des hallucinations, donc des perceptions sans objet, d'entendre des voix, de voir des personnes ou des objets qui ne sont pas présentes, ou une désorganisation de la pensée. Et puis les patients peuvent présenter l'un ou l'autre ou l'ensemble de ces symptômes dans le cadre d'épisodes aigus, qu'on appelle donc des épisodes psychotiques. Alors on sait que la prévalence des troubles psychotiques, donc le nombre de personnes qui au cours de leur vie vont présenter ce genre de troubles, s'élève environ autour du monde de manière relativement stable à 2 à 3% de la population. Donc ce n'est pas des maladies extrêmement fréquentes, ce n'est pas non plus des maladies extrêmement exceptionnelles. Et puis malgré qu'elles ne soient pas si fréquentes que ça, elles représentent la 5e cause d'invalidité dans les pays développés, donc c'est quand même c'est des maladies qui ont un coût majeur. Alors un coût affectif et un coût pour le sujet, mais aussi un coût sociétal. Et je pense qu'il en a déjà été question ce matin. Je n'ai pas eu la chance d'être ici pour des raisons de transport, mais donc c'est vrai que ce qui fait leur coût, c'est en fait le fait que c'est des maladies qui se développent très tôt, donc qui font leur premier épisode en fait aux âges situés entre 15 et 30 ans. Et puis qui ont tendance, si on ne les traite pas de manière adéquate, à se chronifier. Donc effectivement, une maladie qui commence à l'âge de 15 ans et qui ensuite s'avère avoir une forme chronique, et ben, c'est des gens qui sont finalement, qui doivent s'appuyer sur la société pendant plusieurs années. Et donc, d'où l'idée de se dire, ben, peut-être est-ce qu'on pourrait intervenir précocement, rétablir les gens et leur redonner leur place dans la société. Alors,
Cette diapo vous montre un petit peu aussi étaye le fait que c'est effectivement des raisons de coût majeures, les troubles psychotiques, donc aussi bien les schizophréniques, les troubles bipolaires, et situent ce genre de maladie quasiment au 5e rang des causes d'invalidité pour des sociétés, donc bien avant, par exemple, l'Alzheimer, puisque bien sûr ce genre de pathologie survenant très tard, ce n'est pas des gens qui sont dans des vies actives, donc l'impact est moins grand. Pourtant, on parle, me semble-t-il, en tout cas en Suisse, beaucoup plus d'Alzheimer, de stratégie Alzheimer que de stratégie pour les troubles psychotiques. Cette autre diapositive, je pense que vous la voyez, voilà, c'est aussi pour illustrer le fait que les pathologies psychiatriques en général sont des pathologies des sujets jeunes. Et puis, donc, dans cette étude, on voit effectivement que la portion jaune donc, de la courbe représente les pathologies psychiatriques. Et puis, les jeunes souffrent de pas grand-chose d'autre que des pathologies psychiatriques. Ensuite, avec l'âge, viennent les troubles cardiovasculaires et les autres troubles qui génèrent des coûts aussi importants sociétaux. Mais la psychiatrie, c'est vraiment en fait une cible qui doit être visée chez les jeunes, parce que c'est là que ce genre de pathologie commence. Alors après cette partie introductive, donc pourquoi est-ce qu'on se préoccupe d'intervenir précocement dans les psychoses? Bon, on sait depuis longtemps que quand on travaille dans des services de psychiatrie, des services d'urgence, on a souvent l'impression qu'on envoie un patient pour un premier épisode de psychose, qu'en fait on aurait dû pouvoir arriver beaucoup plus tôt. Souvent, l'anamnèse nous révèle qu'en fait les symptômes ont été présents pendant plusieurs mois. Ça a été dit et illustré par des études pour les troubles bipolaires. C'est pareil pour les schizophrénies. Elles sont probablement plus bruyantes, donc le délai est moins long, mais on a mesuré clairement un délai en moyenne dans toutes les études de 2 ans où les patients donc, présentent clairement des symptômes psychotiques, sont clairement dans une phase délirante ou hallucinatoire, mais ont besoin de 2 ans avant de pouvoir accéder à des soins qui vont les traiter. Alors le problème, c'est que pendant toute cette phase, toutes sortes de problèmes s'installent, des complications secondaires, et puis c'est la raison pour laquelle il faut pouvoir faire de l'intervention précoce. On sait aussi que cette phase, en fait, du début de la maladie est extrêmement critique. Si on intervient trop tard, on rate une fenêtre d'opportunité où on peut infléchir la courbe d'évolution. Donc il y a vraiment une question importante autour du délai. Alors, peut-être pour préciser un petit peu les enjeux, c'est que les risques sont multiples. Il y a le risque de suicide dont on a parlé. 15% des patients qui arrivent pour un premier épisode de psychose avouent avoir fait une tentative de suicide dans les mois ou années qui ont précédé leur venue à l'hôpital. On sait aussi qu'ils répondent beaucoup moins bien au traitement. Plus ils ont attendu, moins bien ils répondent. Ils ont globalement une moins bonne évolution. On arrive à traiter les symptômes, mais par contre pas à les réinsérer socialement. Ils développent, comme je l'ai dit, toutes sortes de comorbidités, en particulier des abus de substances, pour essayer de se sentir moins mal avec les symptômes qu'ils ont. Et puis, la dégradation socio-économique s'installe naturellement rapidement. Et puis, une chose non négligeable aussi, finalement, la maladie est difficile pour le patient, mais aussi pour son entourage. C'est des jeunes qui vivent en famille, avec leurs proches, avec des frères et sœurs qui les aiment beaucoup, mais qui ont aussi besoin d'avoir un espace pour se développer. Quand il y a un patient qui n'est pas stabilisé dans une famille, c'est très compliqué aussi pour les frères et sœurs. Donc voilà. Alors, pour schématiser un petit peu, on a effectivement, quand on a un premier épisode de psychose, il y a ce délai donc, qui est dans le petit carré, la DUP, donc de durée de psychose non traitée. Une fois qu'on met en route le traitement, en fait, on a des traitements assez efficaces. On a des médicaments qui marchent bien pour contenir les symptômes psychotiques, le délire, les hallucinations. Et puis on a des évolutions souvent assez favorables si on traite les patients rapidement. On commence à s'intéresser maintenant à 2 choses, donc à essayer de diminuer le délai entre l'apparition des symptômes et le début du traitement. On s'intéresse aussi, sur la flèche rouge de gauche, à essayer de détecter les patients avant qu'ils n'aient franchi le seuil du développement d'un premier épisode de psychose. Et là, on est dans une prévention pas tout à fait primaire, mais secondaire plus précoce, ou d'une certaine manière primaire, où on essaie vraiment d'avoir des patients avant qu'ils aient développé la maladie, puis de proposer des traitements préventifs. J'y reviendrai brièvement par la suite. Alors, il y a cette question de délai. Le deuxième axe, c'est effectivement de pouvoir proposer des soins qui soient adaptés. Il ne suffit pas de voir ces patients rapidement, il faut aussi leur proposer une méthode, une approche, des contenus qui correspondent à leurs besoins, qui sont différents de ceux qui sont connus pour les patients qui sont dans une phase chronique. Alors, à Lausanne, en fait, on a un secteur de soins d'à peu près 300 à 350 000 habitants. Et puis, on a mis sur pied, depuis une dizaine d'années, une structure qui permet de prendre en charge cette phase-là des troubles psychotiques. Donc, on s'est dit, finalement,
de quelle manière procéder. Est-ce qu'il faut d'abord s'intéresser aux patients qui ne sont pas encore malades, c'est-à-dire qui ne sont pas complètement dans la psychose, donc proposer un programme de détection des prodromes, ou plutôt proposer d'abord un programme premier épisode. Et c'est l'option qu'on a prise. On s'est dit, ces patients ont clairement besoin de soins, ils sont dans une phase extrêmement fragile, et puis on a un grand travail à faire de prévention secondaire pour éviter leur chute. On a mis notre énergie d'abord sur un programme pour bien traiter ces premiers épisodes, pensant qu'ensuite, on serait mieux en mesure de proposer quelque chose pour les patients qui sont encore avant cette phase-là. Et c'est ce qu'on observe maintenant. On a développé depuis à peu près 1 année et demie un programme prodrome. On nous envoie souvent des patients en pensant qu'ils ont une psychose, or ils n'ont encore pas vraiment développé tous les symptômes. Donc on a développé ce programme pour déjà les prendre en charge et faire un travail préventif. Alors je vous décris brièvement l'organisation qui est assez simpliste finalement de ce programme de prise en charge des premiers épisodes. On s'appuie sur 3 structures. Donc, je vous parle d'abord de l'axe central, en fait, qui est l'élément principal, qui est l'élément de prise en charge de ces patients. On propose des soins pendant 3 ans. C'est important de se donner un certain temps pour traiter ce genre de pathologie. On ne peut pas traiter ça en quelques séances. Il y a un lien à créer avec les patients, puis il y a une certaine fidélité qu'il faut leur proposer. Alors, ce programme a nécessité un changement d'approche, dans le sens que on avait un système particulièrement médico-centré où c'était les médecins qui étaient en charge du traitement et qui avaient une sorte de contrôle de la prise en charge. On a dû céder un peu de ce pouvoir avec un plaisir tout à fait non dissimulé, puisqu'on collabore avec des infirmiers, psychologues et assistants sociaux qui ont des grandes compétences, qui ont une formation en psychothérapie d'ailleurs pour la plupart. Et puis c'est parce qu'on avait besoin d'un référent pour ces 3 années du programme qui soit le même. C'est extrêmement important pour ces jeunes patients de pouvoir s'engager dans une relation avec une personne et de pouvoir l'avoir dans la durée. Or, dans nos centres universitaires, les médecins sont souvent très compétents, mais malheureusement travaillent pour des durées de rotation relativement brèves, de 6 mois à 1 année. Donc on voulait mettre en avant une personne qui serait leur référent pendant l'entier du programme. C'est des gens qui servent de fil rouge dans la prise en charge, qui prennent un contact très précoce avec les patients. S'ils sont signalés par un généraliste ou par les urgences somatiques dans notre centre hospitalier, c'est ce qu'on appelle des case managers ou des référents de soins, comme j'ai entendu parler en Belgique, vont se déplacer, aller faire le lien avec ces patients, leur parler du programme et puis être leur fil rouge dès les premières heures. Ils vont aussi les voir quand ils sont dans des moments difficiles à l'hôpital, etc. Et puis, ils ont la capacité de se déplacer à domicile jusqu'à 2 fois par semaine pour vraiment pouvoir s'engager dans les phases difficiles. Alors, on a dû former ces collègues à une approche qui est, comme je disais avant, différente. C'est-à-dire que pour parler et engager ces jeunes, parler à ces jeunes et les engager, il faut leur donner à la fois un message réaliste sur le fait qu'ils ont une pathologie, mais aussi un message d'espoir, un message enthousiasmant ou encourageant, en tout cas, qui les motive à entrer dans le soin. Donc on a aussi une vision assez optimiste des potentiels de récupération de ces patients, ce qui est vrai d'ailleurs si on les traite activement et assez tôt. Donc on a formé nos collègues, on a divers outils qu'on a développés ou traduits, qui donnent un peu comme ça un guide de fonctionnement à ces collègues. La deuxième partie du programme s'appuie donc sur une équipe mobile de soins intensifs dans le milieu. C'est vrai que des fois, nos collègues case managers sont un peu dépassés par les besoins, c'est-à-dire qu'il y a 2 visites par semaine, ça peut paraître beaucoup. Par moment, ce n'est pas suffisant. Donc, ces collègues de l'équipe intensive, ils ont moins de charges de patients. Les case managers ont environ 25 patients en charge. Les collègues de l'équipe mobile n'en ont que 10 en principe au même moment, mais eux peuvent se déplacer jusqu'à 2 fois par jour chez les patients, faire des sortes d'hospitalisation intensive à domicile pour prévenir l'hospitalisation, qui a un effet comme ça très déstructurant pour les patients souvent, et puis qui peut vraiment faire de l'engagement. Aussi, les patients qu'on n'arrive pas à ramener vers notre programme sont pris en charge au début du programme par cette équipe mobile qui peut vraiment faire un travail intensif auprès des familles, vraiment soutenir et amener les patients vers les soins. Ils ont une intervention qui est brève dans le temps, et ensuite les patients sont référés à l'axe central des case managers dont je viens de parler tout à l'heure. Et puis le troisième élément, c'est donc juste ces collègues, c'est vrai, j'ai mis cette image de terrain de football sur un terrain en pente, c'est vrai qu'ils font donc de la psychiatrie dans un terrain un peu adverse, c'est-à-dire qu'ils sortent un peu de leur lieu habituel. On doit s'adapter aux besoins de ces patients. C'est vrai que c'est pas de la psychiatrie de cabinet où on est dans sa zone de confort, mais de sortir un peu de sa zone de confort permet aussi de donner confiance aux patients, qu'on est vraiment motivé à essayer de trouver des solutions avec eux et pour eux. Troisième élément, obligatoirement, c'est un pôle hospitalier, mais qui finalement s'avère relativement
moins important, puisque si on a ces équipes mobiles et ce suivi intensif dans le milieu, finalement, nos patients passent relativement peu de temps à l'hôpital. En moyenne, sur les un peu plus de 400 patients qu'on a suivis au cours des dernières années, ils font un séjour, 1,2 séjours par patient, des séjours qui ne sont pas très longs, parce qu'on a une structure ambulatoire pour les soutenir. Donc c'est un domaine au fait, où on a finalement eu à investir relativement peu d'énergie. L'impact du programme pour nous était clair, on a pu mesurer l'avant, l'après, et puis on a clairement un très nettement meilleur engagement dans les soins avec un modèle comme ça, mobile, d'équipe mobile, puisque avant on perdait beaucoup de patients qui étaient surtout hospitalisés, et puis quand ils sortaient, on leur proposait des suivis dans un service standard ambulatoire, on en perdait plus de la moitié avant même le premier entretien, alors qu'ici, au cours des 3 ans, en général, on a réussi à garder jusqu'à 91% des patients, donc il y a vraiment très peu de patients qui finalement sont désinsérés des soins avec ce genre de modèle que d'autres du reste appliquent. Et puis donc on a un faible taux d'hospitalisation, donc des coûts qui globalement diminuent. On a eu très peu de suicides aussi avec ça, puisqu'on est dans un suivi très proche. Et puis bien sûr une satisfaction considérable des patients, mais aussi et presque surtout des familles et des proches qui sont extrêmement soulagés de voir des psychiatres se déplacer au domicile pour vraiment faire un travail avec eux. Alors, il y a des études qui ont montré que ce genre d'approche sont à la fois plus efficaces. Alors, je pense que voilà, c'est plus efficace, donc on diminue plus les symptômes avec ce genre d'approche, et puis on diminue les coûts, donc on se demande pourquoi c'est pas généralisé. C'est probablement qu'il faut que le message passe plus clairement, comme on essaie de le faire aujourd'hui. Et donc vraiment, je souligne à disposition pour fournir cet article, et qu'il y en a d'autres qui étayent le fait que ce genre d'approches sont économiques. Et puis peut-être juste pour une dernière diapo un peu technique, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la prévention primaire? On est encore là dans une phase un petit peu de développement, je dis pas rien qu'en Suisse, au plan mondial. C'est vrai que sur la base d'études qui ont été faites, conduites chez des patients, premiers épisodes, en reconstruisant ce qui s'était passé avant, on a pu développer des outils relativement aboutis, mais quand même relativement imprécis aussi, qui permettent d'identifier des populations à risque de développer une psychose. Et puis, alors on sait que si on suit des populations sélectionnées sur la base de ces outils, il y a un risque de développement d'une psychose dans les 12 mois qui est de l'ordre de 30 à 40%, donc quand même un outil qui n'est pas si inefficace que ça. On a aussi démontré dans certaines études qu'on peut, voilà, c'est une petite animation ici, si on ajoute dans la phase d'observation un traitement médicamenteux à faible dose ou de l'huile de poisson, toutes sortes d'autres stratégies maintenant biologiques ont été mises sur pied, plus de la psychothérapie, on diminue très nettement chez ces patients le risque de développement effectif de la psychose. Donc on a des moyens qui sont encore en voie de développement, parce qu'il faut effectivement qu'on y travaille encore, mais on a des moyens maintenant chez ces patients de prévenir le passage du seuil ultime de la psychose et l'entrée dans des problèmes qui sont considérables. Donc si je conclus, c'est vrai que la prise en charge de ces phases précoces de psychose nécessite clairement une adaptation à la fois des approches, l'organisation des soins et aussi de leur contenu. Mais on sait que ce genre d'approche a un impact majeur à la fois sur la qualité de vie des patients et des proches, et puis un impact sur l'efficacité du traitement. Les études ont étayé vraiment l'efficacité, l'intérêt coût-bénéfice. Et puis donc, l'avis qu'on a en Suisse, on essaie de développer ça de manière plus large, c'est que ce genre de programme ou des dérivés de ce programme adapté devraient être généralisés pour pouvoir s'occuper adéquatement de ces patients. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien, alors avant de passer à la table ronde, je vais quand même me livrer à cet exercice de questions. Il y a des questions absolument passionnantes, il y en a énormément. Je vais devoir malheureusement faire une sélection. Alors peut-être 2 d'abord qui concernent les responsables des centres experts qui sont ici autour de cette table. La première, la prévention impliquerait la collaboration entre le psychiatre et le médecin généraliste. Tous la réclament dans la salle, on sait qu'elle est faible. Que font les centres experts dans ce domaine, donc la collaboration entre les psychiatres et les généralistes? Messieurs? Moi, je peux parler des centres experts schizophrénie, mais je pense que c'est la même chose. Une des caractéristiques des centres experts, c'est justement, sur une base territoriale, de nouer des liens avec l'environnement et notamment d'organiser des réunions d'information et de coordination avec des collègues généralistes, avec des structures, enfin diverses et variées. Ça fait partie des indicateurs qu'on essaie d'avoir pour le suivi du travail. Et donc, on essaie de faire ce travail de... Alors maintenant, on ne dit plus réseau, hein, ça marque mal, mais pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, on essaie de faire un travail véritablement de réseau quotidien qui permet de définir les besoins qu'on peut identifier chez nos collègues
qui sont aux soins primaires et essayer de faciliter cette articulation. Alors bon, ça n'est qu'une pierre à l'édifice, mais en tout cas, ça fait partie du travail qu'on essaie de faire et qui font partie des missions des centres experts. Alors une autre question qui vous est adressée. Quelle confiance accorder aux recommandations relatives à la précocité d'un traitement pharmaceutique lorsqu'une des principales sources de financement des centres experts provient d'un laboratoire pharmaceutique ? Une question donc, que je qualifierais de polémique. Alors, premièrement, deux niveaux de réponse distincts. Premier niveau, c'est qu'il a été évoqué les possibilités d'utiliser des stratégies pharmacologiques précoces, mais ce ne sont qu'un des éléments. Et la plupart des stratégies précoces qu'on utilise sont des stratégies qui sont des stratégies basées, comme par exemple sur des techniques de gestion du stress ou des choses comme ça, donc qui n'ont rien à voir avec une intervention pharmacologique. Et les débats éthiques autour de l'utilisation précoce, pré-déclenchement de la maladie de thérapeutiques médicamenteuses ont raison d'exister et ne doivent pas être considérés comme une stratégie qu'on doit privilégier. Donc on utilise vraiment quasiment jamais ou exceptionnellement des stratégies médicamenteuses dans ces stratégies préventives. Premier élément. Deuxième élément, j'ai dû mal montrer la diapositive, mais je m'en excuse. Une fois de plus, peut-être je ne voyais pas très bien, etc. Mais comme vous l'avez vu, les financements principaux de l'ensemble des centres experts sont les financements qui viennent non pas d'industrie pharmaceutique, mais qui viennent de la DGOS, qui viennent des ARS. Et donc, en fait, dans une logique d'organisation du soin, dans un objectif de santé publique. Et donc, je comprends la nature polémique. Alors, effectivement, on travaille, il ne s'agit pas de faire comme si ça n'existait pas avec l'industrie pharmaceutique, dans des contextes extrêmement transparents et définis sur des missions précises. Mais le pourcentage extraordinairement majoritaire, essentiel du travail avec, de l'organisation du financement des centres experts, comme je l'ai montré, vient des financements publics. Monsieur Étain, deux questions qui vous concernent. La première, je vais vous les lire les deux. À quand une formation en France des professionnels de santé à la psychoéducation ? La personne qui rédige cette question envisage la création d'un diplôme universitaire, donc de psychoéducation. Et la deuxième, vous avez mis en avant la psychoéducation pour prévenir les rechutes des patients bipolaires. Les 10 à 20 séances évoquées sont-elles une prise en charge initiale ? Socle qui doit être répétée, poursuivie au fil du parcours de soins, du parcours de vie du patient. Lorsqu'elle est mise en œuvre, est-elle effectuée en sortie d'hospitalisation ou en soins primaires? Et enfin, est-elle efficace pour d'autres pathologies que la bipolarité? Alors, il existe, concernant l'éducation thérapeutique, tout d'abord, il faut préciser que c'est un droit du patient. Donc, les patients ont le droit à l'éducation thérapeutique. Il n'existe pas de formation universitaire à la psychoéducation en France, on va dire. Il existe des formations généralistes à l'éducation thérapeutique, qui peuvent être des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires. Après, en termes de formation plus spécifique à l'éducation thérapeutique pour les patients souffrant de bipolarité, on a porté au niveau des centres experts une formation, donc qui est une formation d'une journée, qui est disponible pour les médecins, les psychologues, les médecins généralistes, les infirmiers en psychiatrie, et donc qui permet sur une journée de s'initier à cet outil pour pouvoir le proposer dans le réseau de soins. Concernant ensuite l'éducation thérapeutique, elle est bien entendu pas réservée aux patients souffrant de bipolarité. Il existe des patients, des programmes développés pour la schizophrénie, pour la DHD, etc. Donc c'est une stratégie qui s'applique de manière globale aux pathologies psychiatriques dans leur ensemble. Donc j'ai donné l'exemple de la bipolarité, mais Pierre-Michel aurait pu donner un exemple sur la schizophrénie, avec l'implication et des patients, et ce que je n'ai pas dit, bien souvent des aidants, puisque l'éducation thérapeutique concerne les patients, mais également les proches, dans le cadre de groupes multifamiliaux ou de groupes d'accompagnement pour les aidants. Concernant les séances de rappel, ce qui est proposé dans les études d'efficacité, c'est une prise en charge one-shot, c'est-à-dire on fait 10 à 20 séances et ensuite il n'y a pas de séance de rappel. Il y a des programmes qui sont à l'étude pour justement évaluer la pertinence de mettre en place des séances de rappel qui seraient proposées à 1 an, à 2 ans, de façon à maintenir sur le long terme ces effets obtenus sur l'efficacité initiale. Merci. Monsieur Conus, 2 questions. La personne qui vous interroge, je voudrais connaître votre avis s'agissant des malades qui ne sont pas détectés, qui refusent de consulter un médecin ou un infirmier.
Et elle vous demande comment sortir de cet enfermement pour le malade lui-même et par extension pour sa famille et ses proches. Et elle vous demande également si, selon vous, un aidant, un malade expert, pourrait faire le lien entre le malade et le milieu médical. Bon, pour ce qui est des patients non détectés, disons, il y a pas seulement de patients qui effectivement manifestent des symptômes pour lesquels les parents, les proches sont conscients du trouble, mais effectivement qui ne veulent pas voir de psychiatre. C'est vraiment dans ces cas-là que notre équipe mobile de soins intensifs se déplace. Alors, on a souvent été confronté à la question éthique de est-ce qu'on a le droit de débarquer chez quelqu'un qui ne veut pas se faire soigner. On a tranché en disant qu'on avait le droit. Et en faisant du devoir d'ingérence, on peut dire ça comme ça. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va pas entrer dans la chambre de cette personne, mais on va aller voir. Alors notre exigence, c'est que ceux qui ont fait l'appel, qui ont formulé la demande, soient présents. C'est-à-dire on ne peut pas nous envoyer seulement nous dénoncer quelqu'un dans un logement, mais si les parents nous appellent, il faut que les parents soient là. On arrive, on discute avec eux de la situation. Même si le patient reste dans sa chambre, on essaie de parler à travers la porte, de montrer, quand on essaie de parler pas de maladie, mais des problèmes que la maladie peut créer, puis de créer un lien comme ça, quitte à revenir une fois, deux fois, plusieurs jours, rencontrer le patient là où il va, dans le café où il va, enfin on arrive comme ça à effectivement leur donner accès aux soins. Si on attend d'eux qu'ils viennent dans des polycliniques ou dans des lieux de consultation, ils n'y viennent pas, quoi. La question des pères aidants, c'est effectivement une chose qu'on a mis sur pied maintenant dans les écoles de formation des infirmiers. En fait, en parallèle à ça, on a mis sur pied des formations de pères aidants, justement. Donc on a nos premiers volets qui vont sortir. Je crois que c'est vraiment extrêmement important. On est en train de construire un nouvel hôpital dans lequel il y aura une place pour ces patients. Je pense qu'on est en retard, en tout cas en Suisse, pour ce genre de partenariat, parce qu'effectivement, il n'y a pas seulement de patients qui sauraient mieux dire les choses à leur père que les médecins, puis qui passeraient mieux auprès d'eux s'ils devaient leur donner un message clair, quoi. Merci beaucoup. Et puis une dernière question peut-être pour le professeur Veva. Quel est votre avis sur le rôle des services d'urgence dans les hôpitaux, dans le repérage et dans la décompensation des maladies mentales ? Une étrange question. C'est la question. C'est une des grandes portes d'entrée est-ce dans qu'ils le jouent bien leur système rôle ? de Je soins. suppose que c'est ça la question. Je pense que, puisque je faisais le pont entre les deux rapports du Conseil économique et social et environnemental de 1993 à 2013, s'il y a un grand progrès qui a été fait, même si ce matin on a entendu qu'il y avait des choses décevantes, c'est que l'investissement ou le retour des psychiatres dans les services d'urgence. Je pense aussi que la spécialisation, la médecine d'urgence est devenue enfin une spécialité là, depuis quelque temps. Leur niveau de compétence est en pleine explosion, si j'ose dire, du côté de la santé mentale. Hein, le seul, et plus ils seront... L'ennemi aux urgences, c'est le temps. C'est les flux et le temps. Ce n'est pas le manque de compétences, ni le manque d'envie de s'occuper des gens qui présentent des problèmes de santé mentale. Hein. Pas du tout. Hein. L'urgentiste est le premier à dire aussi que la qualité du soin ne fait pas l'économie du temps. Mais bon, il y a des moments, il faut s'organiser autrement pour le prendre, ce temps. Ils s'en dédouanent pas du tout. Je pense que dans les 20 ans que moi j'ai pu observer de l'arrivée aux urgences et de mon départ des urgences, c'est vraiment l'augmentation, je dirais, de la préoccupation, de la prise en compte des problèmes de santé mentale, et on a sauté, c'était en filigrane dans tous les débats, mais sur les problèmes d'addictologie, mais enfin clairement, je pense que là, ces 20 dernières années ont été assez marquantes. Ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à se mettre en partenariat dans ce repérage. Quand je vous parle des centres ou des dispositifs de recontact des suicidants, qui les signalent ? Ils sont tout à fait candidats, ils revendiquent d'ailleurs ce rôle de guetteur, de signaleur de cas. Donc non, je pense qu'il y a un des critères pour travailler dans le PHRC dont je vous ai présenté les résultats, c'était qu'urgentistes et psychiatres non seulement se parlent, mais travaillent ensemble. Non, c'est devenu aujourd'hui plus la règle que l'exception. C'est perfectible. Merci beaucoup. Merci pour avoir participé à cette session. Maintenant, je vais appeler les membres de la table ronde à venir me rejoindre ici.